Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de YouTube versus la télé. Je sais que beaucoup attendaient cet épisode puisqu'on va parler des placements de produits. Comment ça se passe à la télé mais aussi sur YouTube. Combien ça coûte ou rapporte selon les points de vue, mais aussi la réglementation et même dans son ensemble comment ça se met en place tout ça. Bref, on va découvrir tout ça. Bon, déjà, il faut rappeler que le terme placement de produit est un terme générique et souvent très mal utilisé. Le vrai placement de produit, c'est quand on affiche une marque ou justement un produit un peu discretos dans le fond, là, voilà, comme ça. Pour le reste, on parle plus de partenariat, de sponsor, d'opérations commerciales, etc., etc. Mais bon, on va quand même utiliser le mot placement de produit parce que c'est le terme générique et c'est celui que tout le monde utilise. Et on va commencer par la télé. C'est d'ailleurs là que se retrouvent le plus les placements de produits purs, les trucs dans le fond. Là-dessus, en télé, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. En France, c'est réglementé par les gendarmes de la télé, nos amis du CSA. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé du CSA sur cette chaîne. Ils annoncent que le placement de produit est autorisé uniquement dans les œuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les clips vidéo, sauf lorsque ces programmes sont destinés aux enfants, il est interdit dans les autres programmes. C'est donc seulement autorisé dans les séries, films et clips. C'est pour ça que vous ne verrez pas des placements de produits dans Koh-Lanta ou N'oubliez pas les paroles. Même si ce point risque de changer un peu très bientôt. Ensuite, le CSA met un point d'honneur à ce que le placement de produit soit identifiable. L'apparition d'un pictogramme pendant 1 minute au début d'une émission et après chaque interruption publicitaire ainsi que pendant toute la durée du générique de fin informe les téléspectateurs de l'existence d'un placement de produit. Lors de la diffusion d'un clip vidéo, ce pictogramme apparaît pendant toute la durée de celui-ci. Ce pictogramme que le CSA a défini a été mis à la disposition des chaînes. D'ailleurs, c'est celui-ci. Et de la même façon que tous les programmes ne peuvent pas faire de placement de produits à l'heure actuelle, certaines marques ne peuvent pas non plus. Parmi elles, les produits du tabac, les boissons alcooliques, les médicaments, les armes à feu et les préparations pour nourrissons. Tout ça, c'est interdit d'en faire des placements de produits à la télévision. Et d'ailleurs, le CSA veille et n'hésite pas à intervenir. Comme en 2017 sur la série Fais pas ci, fais pas ça diffusée sur France 2. Dans un épisode de la série, on y voit des médicaments et du papier à cigarettes dont la marque est clairement identifiable. Alors pour le coup, c'est pas du placement de produit puisque les marques n'ont pas demandé à être là et n'ont rien financé. C'est juste que la série a jugé pertinent de les afficher pour donner plus de crédibilité, pour que ça ressemble plus à la vie réelle. Mais pour le CSA, ça pourrait être vu comme du placement de produit, donc ça ne passe pas. Enfin, quand je dis que ça ne passe pas, ils ont juste fait un rappel à l'ordre. Pas plus. Après, Fais pas ci, fais pas ça a vraiment du mal avec la notion de placement de produit, parce que le CSA les a aussi épinglés pour avoir affiché le pictogramme placement de produit, alors qu'il n'y avait rien. Là aussi, c'est trompeur, ça fait croire aux téléspectateurs qu'il y en a un, alors que finalement, pas du tout. Maintenant qu'on a vu l'encadrement du placement de produit à la télé, il est intéressant de savoir combien ça rapporte. Alors déjà, c'est pas du pur bénéfice. Les producteurs de séries, films ou clips font appel au placement de produits pour baisser leur coût de production plus que pour se faire de l'argent. Faire un film ou une série, ça coûte très cher et les placements de produits sont une manière de contribuer au financement. Mais alors combien ça peut coûter un placement de produit en télé? Je dois avouer que contrairement à YouTube, en télé, j'ai peu d'expérience avec les placements de produits. En télé, j'étais journaliste. Pas dans la fiction et encore moins dans le marketing. Mais j'ai fait des recherches et j'ai appelé des gens qui y travaillent et j'ai des fourchettes à vous donner. Pour une apparition de quelques secondes dans un film ou une série, ça peut aller de 10 000 à 30 000 euros. Et même si c'est beaucoup d'argent, ça reste très peu comparé à un spot de pub à la télé. Pour ça, je vous laisse voir l'épisode que j'avais fait là-dessus. En même temps, c'est logique que ça soit moins cher puisque la marque ne peut pas vanter les mérites de son produit. Il est affiché en arrière-plan, c'est tout. Ça a donc moins d'impact qu'une pub classique. C'est surtout utilisé pour augmenter la popularité de la marque et l'ancrer dans le quotidien des téléspectateurs. En gros, c'est de l'affichage. Et les prix des placements de produits dans les films ou les séries ne couvrent en réalité qu'un faible pourcentage du budget nécessaire à la production, qui se compte en centaines de milliers d'euros par épisode, voire en millions pour les plus grosses séries. Donc le placement de produit permet de baisser les coûts, mais pas de rentabiliser non plus la totalité de la production. Pour un clip, en revanche, un placement de produit peut aller jusqu'à 50 000 euros. En même temps, c'est logique, puisqu'un clip sera plus souvent rediffusé qu'une série, donc ça augmente la visibilité de la marque. Et d'ailleurs, vous vous dites sûrement que si la série est un carton et qu'elle est rediffusée pendant des années, c'est une bonne affaire pour la marque puisqu'elle va voir son produit plein de fois rediffusé alors qu'elle n'a payé qu'une fois. Alors oui, effectivement, mais il y a une nouveauté depuis quelques années. Une technologie anglaise qui s'appelle Myriad et qui permet de changer ou d'ajouter des placements de produits sur une série déjà diffusée. Par tracking et incrustation, ils peuvent ajouter n'importe quelle marque. Ça permet par exemple de vendre un espace à une marque différente selon les pays. Bah oui, sur une série américaine, mais également diffusée en France, un placement de produit pour les supermarchés Walmart, ça n'a aucun intérêt. On n'en a pas en France.
À la place, ça peut être remplacé par Leclerc, Carrefour, Auchan, tout ce que vous voulez. Et cette technologie est déjà utilisée en France par TF1, M6 et même le groupe France Télévisions. L'avenir du placement de produits à la télévision a encore de beaux jours devant lui. Et sur YouTube alors, ça donne quoi les placements de produits? Bon, déjà des placements comme à la télé, ça n'existe pratiquement plus. C'est fini l'époque où on mettait des canettes de soda en fond. Maintenant, on fait parler les youtubeurs du produit, c'est beaucoup plus impactant. Mais là aussi, comme à la télé, il y a des règles. Bon, là, c'est pas le CSA qui les dicte, mais le Code de la consommation et la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Ça dit que toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Mais sur YouTube, pas de pictogramme comme en télé. La façon d'informer de la présence d'un placement de produit est plus libre du moment qu'il reste dans la loi. Par exemple, YouTube met à disposition une case à cocher qui va faire apparaître un bandeau au début de la vidéo. Mais le problème, c'est qu'avec ça, la marque qui fait le placement de produit n'est pas clairement identifié. Pour ça, le mieux reste de l'annoncer oralement en indiquant cette vidéo est sponsorisée par telle marque. Au moins là, c'est clair. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Comment les youtubeurs ont des partenariats et est-ce qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent? Bon, déjà, 99,9% du temps, c'est le partenariat qui vient au youtubeur et non pas l'inverse. Il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit le youtubeur qui démarche la marque. Déjà parce qu'on reçoit assez de demandes pour se permettre de choisir, mais aussi parce que contacter une marque, c'est compliqué. Surtout que beaucoup de marques n'y connaissent rien et on risque juste de se prendre un gros refus. Et enfin, parce que si c'est le youtubeur qui va voir la marque, alors c'est la marque qui sera en position de force pour négocier. Et ça complique tout. Pour comprendre ça, il faut déjà comprendre comment fonctionne un partenariat. La plupart du temps, la prise de contact se fait par mail. Tous les youtubeurs ont un mail de contact pour ça, qu'ils mettent dans la description ou dans les à propos de la chaîne. Et ce mail peut venir de 3 interlocuteurs, soit directement de la marque et de leur service de communication ou de marketing, ça c'est dans le plus rare des cas, soit par une agence de communication qui gère les campagnes de certaines marques, il y en a plein, ou encore par le network du youtubeur ou de la youtubeuse. Ça aussi, on en a parlé dans une vidéo de ce que sont les networks, si vous l'avez pas vu, c'est là. Bref, on va prendre l'exemple des agences de communication parce que c'est ce qu'il y a de plus courant aujourd'hui sur YouTube. Donc ces agences ont comme clients des marques et elles vont aller proposer à leurs clients des campagnes de communication sur YouTube via des youtubeurs ou des youtubeuses. Pour ça, l'agence va d'abord faire une liste de talents qu'elles estiment en adéquation avec la marque. Par exemple, pour un jeu vidéo, des youtubeurs ou youtubeuses gaming, pour une banque, des profils qui vulgarisent l'économie, etc., etc. Mais ils vont surtout regarder 2 choses, le nombre d'abonnés et la moyenne des vues par vidéo sur la chaîne. Ben oui, je vous rappelle que le but, c'est que la marque ou le message soit vu, donc il faut qu'il y ait du monde. Une fois la liste établie, les youtubeurs ou youtubeuses sont contactés par mail, c'est la fameuse prise de contact. L'idée, c'est de leur présenter le projet, la marque, les idées qu'ils veulent mettre en avant dans la vidéo, les dates de publication, bref, tout ça, c'est ce qu'on appelle le brief. Parfois, c'est aussi à ce moment-là que le budget est négocié, parfois c'est plus tard, ça dépend. Mais bref, les youtubeurs et les youtubeuses qui sont intéressés par ce partenariat vont faire partie de la liste de recommandations qui va être présentée au client, à la marque quoi. Et là, c'est à la marque de choisir avec qui ils vont travailler. Il y a donc une sorte de concurrence entre les créateurs, mais sans qu'on soit au courant. Parfois, il arrive aussi que les marques ou les agences ne passent pas par cette phase, parce qu'ils savent déjà qu'ils veulent absolument travailler avec tel youtubeur ou telle youtubeuse. Et parfois, les marques ou les agences vont aller voir un network et lui refiler la campagne de communication pour qu'il la propose aux talents signés chez eux. Une fois le vidéaste sélectionné, vient la phase de négociation et de création. Négociation du budget, si ça n'a pas déjà été fait, et création de l'idée du concept de la vidéo qui va accueillir le partenariat. Pour la négociation du budget, étant donné que c'est la marque ou l'agence qui vient voir le youtubeur, c'est le youtubeur qui est en position de force. Et la plupart du temps, c'est à lui à donner en premier son tarif. Alors là, il n'y a pas de règle. Chacun fixe son propre montant et c'est ce qui est le plus dur dans ce métier. Savoir combien vaut notre temps et notre audience. Et comme l'argent est un sujet tabou en France, les youtubeurs entre eux parlent très peu de leurs tarifs. Donc au début, c'est toujours un peu le flou quand il faut proposer un tarif à une agence ou une marque. Ne vous inquiétez pas, pour les curieux, je donnerai des chiffres tout à l'heure. Mais en tout cas, ce flou, c'est la raison principale pour laquelle les agences ou les marques laissent au youtubeur donner son prix le premier. Comme ça, s'ils se sous-évaluent, ils disent OK tout de suite et ils font une bonne affaire. En revanche, si c'est trop haut, ils font une contre-proposition de budget et là, le youtubeur négocie, il y a des allers-retours, etc. jusqu'à ce que tout le monde tombe d'accord. Normalement, c'est là qu'un contrat est signé pour rendre officiel le partenariat. Évidemment, je peux pas vous montrer de contrat parce qu'ils sont confidentiels, c'est même une clause carrément, on ne peut pas les divulguer. D'ailleurs, quand un youtubeur a un network, c'est normal
normalement à lui d'emmener les placements de produits au youtubeur et de négocier pour lui les budgets, contre en moyenne 50% de ce fameux budget. Et le budget d'un placement de produit peut être aussi influencé par plusieurs choses. Déjà, si c'est un insert dans la vidéo, c'est-à-dire un petit passage de 1 minute, contrairement à une marque centrale dans toute la vidéo. Par exemple, Red Shadow Legend, c'est souvent des petits inserts, alors que si on prend la dernière vidéo de Aurélien Prévost avec Samsung, c'est tout au long de la vidéo. Évidemment, les inserts sont facturés moins cher qu'une vidéo où la marque est intégralement liée. Mais le prix est également défini par les besoins de la vidéo. Par exemple, dans la vidéo d'Amixem Fortnite IRL, il fallait construire tout un décor, louer des ULM avec des pilotes, une énorme équipe de prod, des cadreurs, bref, tout ça va s'ajouter au budget demandé à la marque. Et justement, pour le choix du sujet ou du concept de la vidéo, comment ça se passe? Beaucoup pensent que lors des placements de produits, c'est la marque qui décide, voire qui impose. Eh bien non. La plupart du temps, quand une marque vient voir un youtubeur ou une youtubeuse, c'est justement parce qu'elle a du mal à communiquer par elle-même auprès de sa cible. Donc c'est quasiment toujours au vidéaste à proposer une idée. Et puis les marques et les agences le savent bien, c'est les youtubeurs qui sont les mieux placés pour savoir comment parler à leur communauté. Cela dit, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut quand même respecter le brief de départ et donc l'idée, le message que la marque veut mettre en avant. Mais pour ce qui est du comment, c'est assez libre. Rien n'est imposé par la marque, chacun peut en parler comme il veut à sa sauce. Évidemment, ça doit quand même être validé par la marque. Et pour ça, le youtubeur ou la youtubeuse doit envoyer avant le tournage un script ou une note d'intention. En tout cas, les grandes lignes de sa vidéo et surtout la façon dont la marque va être mise en avant et ce qui va être dit à son sujet. Là aussi, c'est une série d'allers-retours entre le créateur et la marque jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Enfin, quand il y a une agence dans la boucle, en réalité, c'est plus un échange entre le youtubeur et l'agence et la marque. Puisque justement, c'est le rôle des agences. Elles font le relais entre le youtubeur et la marque. D'ailleurs, très souvent, les youtubeurs ne rentrent jamais en contact direct avec les marques. Et quand on rajoute un network dans l'équation, c'est le youtubeur qui parle au network, puis le network qui parle à l'agence, et enfin l'agence qui parle à la marque. Et pareil dans l'autre sens. Je vous raconte même pas le temps qu'il faut pour faire valider une vidéo dans ces conditions. Et en plus, l'agence et le network prennent chacun une part du budget. Bref, une fois que tout est ok, la vidéo peut être tournée, montée, et une première version est envoyée pour qu'elle puisse être validée avec la marque. Là, il y a quelques allers-retours qui sont faits, parce que souvent c'est du genre, est-ce qu'on peut changer ce logo? Est-ce qu'on peut plutôt couper la fin de cette phrase ou rajouter tel mot en description? Et une fois que c'est validé, la vidéo peut être mise en ligne. Là, le youtubeur ou la youtubeuse peut facturer la marque, l'agence ou le network du montant qui est indiqué sur le contrat et être payé. Ça peut prendre entre 30 à 90 jours. Donc la plupart du temps, quand vous regardez une vidéo en ligne qui est sponsorisée, sachez que le créateur n'a encore rien touché. Et d'ailleurs, on y arrive à l'argent. Alors, combien peut coûter un placement de produit sur YouTube? Comme on l'a dit, il n'y a pas de grille tarifaire, chacun fait ce qu'il veut. Ça dépend du nombre d'abonnés, du nombre moyen de vues par vidéo et la force de chacun de savoir négocier. Mais on peut quand même dire qu'en moyenne, c'est autour de 1500 à 5000 € brut pour un objectif de 100 000 vues. Déjà, je parle d'un objectif de vues, mais si la vidéo fait moins ou plus, ça changera pas le montant. Si la vidéo fait beaucoup plus de vues que prévu, c'est tout bénef pour la marque, parce qu'elle ne paiera pas plus. Et si la vidéo flop, ils vont quand même te payer le montant qui avait été défini sur le contrat. Mais par contre, tu risques de ne plus travailler avec eux. En tout cas, ce n'est pas payé à la réussite ou non d'une vidéo, c'est un montant fixe décidé dès le départ. Évidemment, il existe des exceptions, mais ça reste très rare sur YouTube. Bref, donc 1500 à 5000 € brut pour 100 000 vues. Je sais, c'est une grosse fourchette, mais justement, c'est ce que je vous disais, ça dépend de plein de trucs. Si c'est une vidéo simple à tourner, sans équipe de prod, sans déplacement, ou alors si c'est tout l'inverse. Mais en gros, c'est les tarifs. Donc une chaîne qui a plusieurs millions d'abonnés et qui tourne en moyenne à 1 million de vues par vidéo, peut avoir des sponsors entre 15 000 et 50 000 €. Mais parfois, ça peut aussi être beaucoup moins que cette fourchette, ou même beaucoup plus. Par exemple, quelqu'un dont je tairai le nom m'a confié que pour le clip 1990 vs 2000 de Squeezie avec McFly et Carlito, les produits laitiers qui ont sponsorisé cette vidéo ont déboursé 250 000 €. Et là, c'était du pur placement de produit. Les youtubeurs n'ont pas fait de prise de parole pour la marque. Tout s'est fait dans le fond ou de manière subliminale. Par contre, il faut faire attention aux raccourcis. Ce n'est pas 250 000 € divisé par 3 que chacun s'est mis dans les poches. Non, le clip a fait travailler plus de 30 personnes qu'il faut évidemment rémunérer, puis le network, pour le coup Webedia, a pris une grosse partie de la somme. Normalement, c'est autour de 50%, comme je vous disais. Et oui, c'est énorme. Et ensuite, je vous rappelle que tout ça est en brut, pas en net. Donc au final, je ne sais pas combien ont touché en net Squeezie, McFly et Carlito, mais même si ça reste une très belle somme, ce n'est pas 80 000 € chacun. Comme vous le voyez, les placements de produits sont différents les uns des autres, en fonction du youtubeur, du sujet, du budget, des marques, des agences, bref, aucun ne se ressemble. Et parfois, il n'y a même pas de rémunération. Par exemple, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Tesla. Ils m'ont prêté une voiture pour que je puisse réaliser mon rêve de faire des lives IRL, que j'ai fait d'ailleurs dans toute l'Italie.
mais Tesla ne m'a pas payé. Il n'y a pas eu de contrat, de script, ils n'ont pas vu la vidéo dans laquelle j'en parle avant qu'elle sorte, rien. Pourtant, ça reste du placement de produit, puisque Tesla est clairement identifié. Le but pour eux, c'était de montrer la facilité qu'on a de recharger une Tesla, que ce soit pour des trajets quotidiens ou pour des longs voyages. Et en échange, moi j'avais une Tesla une semaine pour faire mes lives. Bref, c'est un échange de bons procédés. C'est aussi une sorte de partenariat, et c'est au youtubeur à l'accepter ou pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Évidemment, il y a plein de détails ou d'exceptions que je vous ai pas forcément racontés, mais le but c'est de parler de ce sujet dans son ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je passerai voir tout ça. Oh, sinon attendez, sur mon Insta et mon Twitter, je vous les affiche. N'hésitez pas aussi là-dessus. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous le savez, c'est important. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!